Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette conférence. L'idée est d'avoir à peu près 1h15 devant nous pour débattre d'un sujet relativement simple qui est l'Europe sous la pression, comment organiser une défense crédible face aux menaces. Alors je vais présenter successivement nos 5 intervenants et interlocuteurs du jour. Un petit point que je précise à chacun en fin de séquence sur la capacité de prendre quelques questions pour y répondre en direct. Donc pour cela, passez par le QR code et l'application Slido, qui est la manière la plus pratique de le faire. Il n'y aura pas de micros qui tourneront dans la salle. Alors, en guise d'introduction, quelques mots très rapides. Bien entendu, donc l'amiral Hausseur citait ce matin Platon. Donc je vais citer un autre penseur connu pour un peu mettre dans l'ambiance. Donc c'est Pascal qui, au XVIIe siècle, citait cette phrase très forte. « Ne pouvant faire que le juste fût fort, nous fîmes que le fort fût juste ». Je pense que c'est assez au cœur du modèle occidental tel qu'il a prévalu au cours des 2 derniers siècles. Au départ, on a été surtout fort, et puis progressivement, on a essayé d'être plus juste. Et je pense qu'une part importante de l'ordre international qui a été mis en place à partir de 1945 correspondait à ce critère majeur. Voilà. Cette situation que nous avons connue, qui a été appelée après les dividendes de la paix, est quand même un monde de droit qui nous allait bien. Nous avons mis en place au XIXe siècle le droit de la guerre, le droit dans la guerre. Nous avons tiré les 30 ans des dividendes de la paix après 1990. Le père président américain George Bush parlait d'un nouvel ordre international. Nous avions mis en place un système complet de contrôle des armements en Europe, qui fait qu'effectivement, au bout de cette affaire-là, nous avions considéré que la guerre était un anachronisme. Ce monde-là a disparu, déjà. Nous avons basculé dans un monde de compétition, contestation, affrontement. La grammaire est de plus en plus celle de la loi du plus fort, que nous avons connue à d'autres moments de l'histoire. Alors, quel est l'objectif que nous pouvons poursuivre là-dedans? Il me semble que pour nous, aujourd'hui, entre Européens, c'est assez simple. Le premier sujet, ça a été cité régulièrement par l'ancien chef d'état-major des armées français, c'est éviter la guerre. Ce n'est pas par la guerre que nous réussirons. Donc le sujet, la responsabilité majeure de notre époque, c'est d'éviter la guerre. Ça passe forcément par un retour très important à une dissuasion crédible, qui probablement a été en partie écornée par notre vision les 30 dernières années. Et évidemment, c'est se préparer à... parce que lorsque vous êtes face à des adversaires ou des ennemis, il y a toute une part de l'histoire qui n'est pas écrite par vous, mais par la simple volonté de l'adversaire. Beaucoup de gens n'imaginaient pas possible l'agression contre l'Ukraine en février 2022. Elle a fini par avoir lieu et nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver devant une situation de faiblesse face à de tels sujets. Alors, pour le panel de ce jour, nous avons la chance d'avoir un des représentants de haute tenue et tenant encore des responsabilités majeures pour éclairer nos débats. Donc, je commencerai par Madame l'ambassadrice Nathalie Chuard, qui a une expérience très riche, puisque commencé jeune dans le monde des organisations non gouvernementales, qui lui a permis de traverser des pays dont on a beaucoup parlé ces dernières années, Afghanistan, Iran, Russie, Moyen-Orient, même Madagascar. Depuis 2005, des responsabilités au sein du département des affaires étrangères suisse, pas mal d'orientations sur les questions de droits de l'homme, d'ONU, de développement et de coopération. Et vous êtes actuellement directrice du DICAF, qui est un centre ONG à Genève qui agit pour la sécurité et dans le secteur de la gouvernance dans le secteur de la sécurité. Frédéric Pierucci, donc vous avez travaillé de très très nombreuses années dans le monde industriel, gros parcours chez Alstom avec des responsabilités majeures. Vous avez travaillé en Chine, aux États-Unis, à Singapour. Vous avez été au cœur personnellement d'enjeux majeurs d'une partie de la manière dont on gère les affaires commerciales entre la France, l'Europe et les États-Unis. Et donc, vous êtes désormais directeur d'un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets de compliance, et vous avez un vrai tropisme également sur
la guerre économique à travers l'application du droit. Monsieur Philippe Burkhardt, donc vous travaillez au Konrad Adenauer Stiftung à Berlin. Vous avez pour spécialité aujourd'hui de vous occuper de l'ensemble des dossiers Europe au bureau de Bruxelles et de tous les enjeux de coopération internationale. Vous vous chargez également d'un certain nombre de pays, France et Europe du Sud. Voilà. Et avant votre actuelle responsabilité, vous avez été chercheur associé pour le même institut dans les bureaux que vous avez à Jérusalem. Madame Tuija Karanko, bonjour. Donc vous êtes secrétaire générale des industries de défense aérospatiale finlandaise, l'association PIA. Votre association cherche à promouvoir les conditions opérationnelles, la compétitivité et le réseau de l'ensemble de ses membres afin d'agir le plus efficacement possible, aussi bien nationalement qu'internationalement parlant. Et comme la Finlande nous a fait la joie de rejoindre l'OTAN récemment, j'ai vu que vous étiez déjà vice chairman pour le groupe industriel, groupe de l'OTAN de conseil industriel. Et pour terminer, monsieur Éric Michel, vous travaillez à Bruxelles depuis une dizaine d'années pour le groupe Airbus dans le monde des public affairs. Vous avez eu auparavant une longue carrière dans le monde industriel lui-même, notamment autour des questions d'hélicoptères qui restent dans votre portefeuille d'action à Bruxelles. Pour commencer les débats, simplement, histoire de donner un petit peu le ton, je demandais à chacun d'entre vous si, pour caractériser ce monde nouveau qui est le nôtre et ce changement total de paradigme qui apparaît dans les différents débats, est-ce que vous pouviez me citer individuellement chacun une petite anecdote qui vous fait dire que depuis 1 an ou 2 ans, réellement, on a totalement changé de monde? Tuija? Yes, thank you. Oui, merci et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Moi, je vais revenir il y a 200 ans en arrière, alors au jour où, juste après que la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a 2 ans, pardon, et le changement que nous avons vu au sein du gouvernement finlandais et le désir de joindre l'OTAN. Je crois que ça a été vraiment un signe, un moment, un changement vraiment remarquable. Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que c'était plus ou moins la même chose pour moi parce que j'ai réalisé que le monde change quand le chancelier de l'Allemagne, Olaf Scholz, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il parlait au Parlement et a parlé de cycle, du changement que nous vivions. Et il a décidé avec son gouvernement de ne plus éviter d'avoir un budget de défense, ce qui était quand même un grand changement. Et c'est là où on s'est rendu compte que les choses avaient réellement bien changé. Moi, je vais remonter un petit peu plus loin, si vous me permettez. J'ai pensé, par exemple, à 2017 déjà. J'étais en poste à l'ONU, à New York, et je me souviens des premiers discours et de la première intervention de Nikki Haley, la représentante américaine de Trump, administration numéro 1. Et il y avait déjà un énorme changement de style, bien évidemment, et les attaques sur le multilatéralisme qui étaient déjà fortement présentes. Je pense qu'à ce moment-là, on ne se rendait pas compte que ça allait forcément soit revenir, soit aller encore plus vite. On a parlé d'accélération ce matin. Mais moi, je me souviens déjà bien de ce moment-là et du choc que ça avait donné. Mais je pense qu'à ce moment-là, on se disait qu'on allait rebondir. Eric. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Pour Airbus, et comme pour beaucoup d'industriels, je crois que 2022 a été une année où on a vu à Bruxelles un choc, un réveil. Ça s'est notamment manifesté pour nous dans l'observation d'une intensification des échanges entre la Commission et les États membres sur la mise en route d'énormément d'instruments de soutien à l'industrie de défense, avec une priorité pour l'Ukraine. Le Fonds européen de défense existait déjà, mais c'est ASAP et DIRPA, enfin toutes sortes d'acronymes bruxellois, mais derrière lesquels il y a la volonté de soutenir l'industrie de défense.
Autre aussi anecdote, c'est que dans la même période, 2022-2024, c'est une augmentation de l'acquisition des matériels auprès de l'industrie américaine. C'est 90% de FMS, c'est 80% de mémoires d'acquisition qui se sont faits de défense par les États membres hors de l'Union européenne, dont les 2 tiers, en fait, auprès de les fournisseurs américains. Donc on a senti qu'il y avait tout cet emballement, et pour nous, les industriels, à trouver la manière d'utiliser cet instrument et de promouvoir nos capacités. Frédéric. Bonjour, merci à tous. Pour moi, l'un des événements majeurs ne s'est pas passé en Europe, il s'est passé en Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite, via Aramco, a décidé de vendre son pétrole en roupies et en renminbi. Là, on a vu que le monde changeait, qu'un acteur qui était lié aux États-Unis depuis les accords de Quincy commençait à voir le monde de manière complètement différente et à lâcher son partenaire américain. Je pense que ça redéfinit beaucoup les relations internationales et on vit dans cette période maintenant. Merci. Alors, pour commencer les débats, je vais passer la parole successivement aux uns et aux autres en quelques minutes pour que vous puissiez développer depuis votre propre position, depuis vos responsabilités actuelles, la manière dont justement vous voyez les principaux enjeux qui se dégagent pour vous. So I will start first with Je vais démarrer avec Philippe. Vous êtes dans une position bien particulière. Je voudrais que vous nous donniez un petit peu un récapitulatif des défis stratégiques que l'Europe rencontre, la vitesse du changement et l'urgence à laquelle nous faisons face. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, mais merci beaucoup. Moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous. Je pense que l'une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est un sujet très large dont nous discutons. Je vais me concentrer sur des points clés qui, d'après moi, sont les plus importants et qu'on ne se prend pas assez en compte dans la plupart des débats. Ces idées que j'aimerais jeter dans le débat, je vais les formuler sous forme de 3 hypothèses que j'ai développées avant de venir ici, afin de peut-être créer un cadre pour une discussion par rapport à ce que moi j'ai fait comme expérience dans mon travail et mes collègues partout dans le monde, et les problèmes qui sont ceux qu'on pourrait voir émerger. Le premier point que je voudrais dire, c'est qu'il y a une différence entre les perspectives au sein de l'Europe. Cette différence de perspective entre les pays individuels dépend de leur capacité de défense propre. Et ça pose un problème d'ailleurs pour lisser ces différences et pour obtenir une même perspective. Et pour revenir en arrière, vous allez comprendre comment ça peut se passer quand on revient à la guerre froide. La bipolarité de la guerre froide avait pour avantage que tous les pays du monde gravitaient vers l'un des 2 pôles dans le monde, les États-Unis d'un côté ou l'Union soviétique de l'autre. Donc vous apparteniez à l'Est ou à l'Ouest. Bien sûr, ça c'est beaucoup plus vrai pour l'Europe, puisque même pendant la guerre froide, on avait vu qu'il y avait des guerres qui se faisaient par proxy, dans plusieurs parties du monde, mais ce qui est très important, c'est que les pays européens étaient soit à côté ouest, soit côté est. Aujourd'hui, on voit une réalité géopolitique complètement différente. Je peux imaginer le fait qu'on peut rejeter cette bipolarité, bien sûr, mais il ne faut pas la sous-estimer parce qu'elle existe. Donc la cohésion qui était notre toile de fond pendant la guerre froide n'existe plus. Et on voit par exemple l'expérience de l'Espagne et de l'Estonie sont complètement différentes. Ça, c'est un exemple parfait. L'Estonie regarde vers l'Est et voit les menaces posées par la Russie de très près. Et par exemple, l'Espagne regarde vers le sud et plus inquiète de coups d'État, par exemple, dans des zones africaines ou des flux d'immigration qui vont affecter les pays en développement. En Europe, donc, si on regarde le débat des années 2000, du début des années 2000 et 2010, c'était l'époque où moi j'étais en train de démarrer l'université, mon diplôme universitaire, et c'était une discussion complètement différente qui se tenait à l'époque. Alors, en Europe, on parlait
de nos investissements en Afghanistan. En Allemagne, on parlait de vendredi, et en Afghanistan, les plus grandes batailles que l'Allemagne a menées en Afghanistan. Et en Allemagne, on arrivait tous à la même idée, qui était qu'on va se préparer pour une guerre conventionnelle sur le front de l'Est parce que la Russie représente des menaces réelles. Et il faut également se dire que quand on regarde en arrière, nous avions des perspectives différentes déjà à l'époque. Et ce que je veux dire, c'est que ces développements sont arrivés, mais il n'est pas impossible qu'on fasse à nouveau l'expérience d'un autre choc dans un futur proche, comme celui que nous avons vécu en 2022 quand la Russie a envahi l'Ukraine. Parce que les menaces de changement de régime et tous ces événements qui peuvent constituer des menaces ne sont pas peut-être vus parce que nous nous concentrons sur d'autres choses et nous ne les voyons pas. Et ça peut nous attraper de manière complètement imprévue, comme l'agression de la Russie. Donc, ce que je voudrais jeter dans le débat, c'est que les institutions européennes ne sont pas prêtes pour gérer les défis sécuritaires actuels, ni par leur conception, ni par le cadre qui les entoure. Ce qui veut dire, c'est que pour se préparer à toutes ces menaces qui sont en train d'émerger et pour les résumer, les intégrer dans la perspective européenne, il faut des institutions efficaces. Et ça s'applique au niveau intergouvernemental, mais au niveau national également. Et je crois que quand on regarde le titre de cette table ronde, c'est déjà reflété dans le titre lui-même. L'Europe est sous pression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire l'Europe dans ce contexte? Est-ce que ça veut dire les États membres de l'Union européenne? Si c'est le cas, pourquoi le Royaume-Uni n'en fait pas partie? Est-ce qu'on parle des membres des pays européens qui sont membres de l'OTAN? Pourquoi est-ce que la Turquie en fait partie ou pas? Car je crois que c'est un acteur très important dans le domaine de la sécurité. Fait-il partie de ce groupe ou pas? Moi, je suis assis à côté de l'ambassadrice de la Suisse pour parler de défis sécuritaires communs et de défense collective. Donc, si vous avez quelque chose à nous dire de révolutionnaire de Suisse, je serais très contente de vous l'entendre dire. Nous ne sommes pas vraiment très sûrs de quoi on parle quand on parle d'Europe. On ne sait pas comment le formaliser parce qu'on ne sait pas les institutions qui travaillent, qui fonctionnent, qui sont opérationnelles et qui pourraient gérer ces menaces. On le voit aussi se refléter dans la montée, je vais dire, de formats ad hoc. Par exemple, on parle de la coalition des personnes qui sont bien partantes. Et ça peut être la Hongrie ou ça peut être la Slovaquie. Et en même temps, il y a des problèmes semblables qui se posent au niveau national. Car en Europe, on rencontre une ère de manque de stabilité politique et d'imprévisibilité. Ce n'est pas parce qu'on on traverse une période qui est pire qu'avant, mais c'est juste que les temps sont différents. Si on regarde en particulier le gouvernement allemand, le nouveau gouvernement allemand, il y a tellement d'attentes qui pèsent sur ce gouvernement, pour qu'il joue un rôle clé, qu'il soit un acteur clé en Europe. Mais bien sûr, le nouveau gouvernement allemand a besoin de partenaires pour ce faire. Et maintenant, on est aujourd'hui à Toulon, cette ville magnifique en France, et on se souvient qu'il y a 2 jours, ce qui s'est passé en France, avec qui on doit travailler. Il nous faut de la stabilité, il nous faut de la prévisibilité, sans lesquelles nous ne serons pas capables de faire face aux défis du futur. Donc, pour résumer, moi, c'est vrai que je travaille sur le Moyen-Orient. On voit ça également dans les thèmes du Moyen-Orient. C'est la proximité la plus proche de l'Europe. C'est vraiment le voisin de l'Europe. Et toutes les crises les plus sévères au Moyen-Orient sont nombreuses. Donc, il n'est pas du tout impossible que dans un futur proche, on ait 1,5 million, je ne sais pas, de réfugiés palestiniens. Et ce n'est pas du tout impossible si on regarde ce qui se passe, qui vont peut-être être obligés de quitter la bande de Gaza, peut-être pour aller en Égypte. Ils ne resteront pas en Égypte. Et moi, j'ai peur que si ça devait arriver,
on va avoir cette crise des réfugiés palestiniens et que l'Europe, à nouveau, n'est pas du tout prête pour cela, car nous ne sommes pas capables de gérer des sujets comme même devant le pas de notre porte, du fait que ce n'est pas pourtant un conflit qui est nouveau, qui date au moins d'il y a 100 ans. Donc moi, je voudrais terminer ma première prise de parole en disant quelque chose de positif, même si j'ai eu du mal à en trouver une. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que l'une de nos plus grandes faiblesses est le manque de coordination, mais l'une de nos plus grandes forces, on a tendance à trop coordonner, mais ça fait de nous de très bons coordonnateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'alliance, nous sommes capables pour coordonner les choses de manière efficace, il faut avoir des processus institutionnels, et nous avons tous ces processus en Europe, et on a l'expérience de les manier. À l'heure actuelle, il y a quelques spectres qui hantent le débat. On parle de Sphinx, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est dans les BRICS. C'est un nouvel axe du mal entre la Russie, la Chine, l'Iran, qui sont en train de gérer le nouvel ordre du monde, et ça c'est assez inutile. Mais si vous regardez d'autres exemples, par exemple le BRICS, le BRICS a été mentionné pendant le premier panel, et le BRICS en lui-même n'a pas de structure permanente. Il y a un nouveau fonds de développement qui compte 300 employés pour toute la structure du BRICS, ce qui n'est pas beaucoup. Moi, je travaille pour une organisation, nous avons plus de 1000 employés dans notre organisation. Donc, moi, j'ai entendu dans notre réunion de staff, nous ne sommes pas... si vous voulez faire partie de l'Ouest et si vous voulez participer à l'organisation de ce nouvel monde, vous avez besoin de capacités, vous avez besoin d'institutions, vous avez besoin de canaux d'organisation, de coordination. Le BRICS ne les a pas, le RINCS ne les a pas non plus. Il n'est qu'un spectateur, à mon humble avis. Et le premier panel, on a parlé de l'organisation de coordination de Shanghai, de coopération de Shanghai, pardon. Et le secrétaire général à Pékin n'a que 1000 employés au maximum. Si vous comparez à l'OTAN à Bruxelles, c'est plus de 4000 personnes qui travaillent. Donc, ça représente une idée de l'effort qu'il faut que nous fassions pour pouvoir réétablir ou créer un nouvel ordre mondial. Et si on optimise ces avantages, qui sont nos capacités de coordination, si on les réforme de manière efficace, nous serons peut-être capables d'organiser l'Europe, la défense européenne de manière efficace et efficiente. Ça, c'est pour la première partie, et peut-être on peut parler d'autres points plus tard. Very positive view of what European administration and organization could provide on the long term. Nathalie, je voudrais maintenant vous laisser la parole. Vous avez une expérience tout à fait unique, à la fois des zones de crise, de la manière dont les institutions internationales, quelle que soit leur forme, ONG, États, organisations, ont pu les manager. Donc en ce sens, vous êtes extrêmement représentative du monde que nous avions probablement rêvé il y a une trentaine d'années. Comment vous voyez aujourd'hui les challenges qui sont devant nous, les organisations internationales, la coopération multinationale, l'ONU, les ONG, sont-elles en très mauvaise posture ou au contraire, ces enjeux de gouvernance et capacité à continuer à travailler sur ces sujets de fond demeurent au cœur des enjeux actuels?
Merci beaucoup pour ça, pour la question aussi, pour m'avoir invité lors de ce débat. Peut-être dire aussi que je suis ici en tant que directrice du DICAF, donc du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Je suis effectivement détachée par la Suisse, donc heureuse de parler aussi dans un deuxième temps des perspectives et du débat qui a lieu aux Suisses aussi également autour de ces questions et de la sécurité européenne, sans forcément faire de grandes annonces, mais heureuse d'en parler dans un deuxième temps. Mais peut-être pour revenir à la question et à ce qui est aussi la nature de notre travail. Le DICAF, effectivement, est basé à Genève, donc on est au sein de cet écosystème à l'heure actuelle multilatéral qui est bien évidemment touché par les changements du moment, mais c'est aussi une fondation suisse qui a été créée justement par la Confédération il y a 25 ans. Et de manière intéressante, ça a été créé dans le cadre du partenariat pour la paix qui a été lancé par l'OTAN, et notre organisation a été conçue comme une contribution de mon pays au partenariat pour la paix. Initialement, l'idée, effectivement, c'était d'accompagner les pays d'Europe orientale, à l'époque, dans l'adaptation de leurs forces armées aux standards démocratiques qui étaient exigés pour l'accès ou pour le rapprochement avec l'OTAN et l'Union européenne. Et puis, l'initiative suisse, bien évidemment, se lisait aussi en lien avec le concept de sécurité humaine, mettant bien sûr l'accent sur les individus plutôt que seulement sur les frontières. Et d'ailleurs, le motto du DICAF, c'est de promouvoir la sécurité des États et des populations. Donc, pour répondre à votre question, non, on n'est certainement plus dans le monde qui était le nôtre il y a 25 ans. Je pense que ça a demandé beaucoup de flexibilité et d'innovation aux acteurs dans ce domaine-là et dans le domaine de la paix en particulier. Je pense que cette complexité sans égale, on y fait face bien évidemment avec une logique qui est beaucoup plus compétitive, beaucoup plus transactionnelle, avec un multilatéralisme qui s'affaiblit certainement. Mais ce que je pense aussi extrêmement important dans le cadre de notre travail, c'est que tout cela arrive aussi à un moment de perte de confiance, et on en a entendu parler ce matin, et de crédibilité, avec des fractures sociales qui apparaissent partout et qui sont aussi un facteur de vulnérabilité pour nos sociétés. Cela dit, et là moi j'aimerais parler surtout de l'engagement sur le terrain, je pourrais revenir aussi sur l'engagement multilatéral dans un prochain moment, mais sur l'engagement sur le terrain, il y a quand même un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer après 25 ans d'expérience, et on a travaillé avec toutes sortes d'acteurs et de partenaires, les ministères, forces de sécurité, donc les acteurs plus traditionnels dans ce secteur-là, mais de plus en plus aussi avec les parlements, la société civile, les communautés, aussi les organisations régionales, ça je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et pour moi, dans le cadre du débat qui nous occupe aujourd'hui, donc comment l'Europe peut organiser une défense crédible face aux menaces, j'aimerais retenir peut-être 3 éléments ou dire qu'une politique de défense crédible, elle repose sur 3 piliers. Et je pense que l'un, c'est les capacités, vous l'avez mentionné. Je pense que ça reviendra aussi de manière forte dans le débat d'aujourd'hui. La volonté politique, on l'a entendu aussi de l'ambassadeur Vimont ce matin. Et puis les questions de gouvernance et de légitimité démocratique. Et c'est là vraiment que j'aimerais vous amener aujourd'hui. Et là, j'aimerais quand même appeler une nuance, dans le sens où, à l'heure actuelle, la discussion sur la défense, elle se limite souvent à la dimension militaire. C'est certes un élément crucial, mais ce n'est pas tout. Alors peut-être que ces éléments de gouvernance apparaissent comme justement des éléments sur le long terme, des éléments qui font partie aussi d'une réponse complexe à des problèmes complexes, et qui ne sont pas forcément celles qu'on veut entendre aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment un morceau absolument important d'une défense crédible. Et la force européenne de défense, comme dans d'autres contextes, elle dépend non seulement des moyens acquis, si je comprends bien aussi à acquérir dans l'état actuel, mais aussi des aspects cruciaux liés à la gouvernance, soit la transparence, la redevabilité ou l'inclusion. Et pour moi, sans bonne gouvernance, les capacités de défense, qui sont au cœur du débat aujourd'hui, comme dans plusieurs de nos parlements, comme en Suisse, ne peuvent pas se traduire en sécurité durable si on n'investit pas justement dans cette bonne gouvernance. Et le risque même, pour moi, est que cette défense se fragilise de l'intérieur.
Et là, on le voit tous les jours dans notre action à DICAF sur le terrain. Au-delà des capacités de défense, des capacités en termes d'équipement, du rapport de force dont on parle beaucoup, ce qui donne une capacité de résilience à un pays, ce sont ses institutions, vous en parliez tout à l'heure, ses citoyennes, ses citoyens. Et les citoyennes, les citoyens ne peuvent adhérer à la vision stratégique ou politique, ils ne peuvent consentir à des sacrifices, qu'ils soient économiques ou autres, s'ils ont confiance dans leur gouvernement, leurs institutions, leur armée, s'ils se sentent protégés au niveau physique et dans leurs droits. Et je dois dire que ce n'est pas forcément un élément qui va de soi dans le climat actuel. Donc pour moi, la confiance est fondamentale à plusieurs niveaux. Elle s'inspire aussi d'une gouvernance du secteur qui est correctement assurée et en particulier au niveau de la transparence. Et tout cela passe aussi par un débat politique qui fixe clairement les buts à atteindre en matière de sécurité et de défense. Et là, je pense que les parlements, les médias, les acteurs de la société civile doivent pouvoir être associés au débat sur la sécurité. Ils doivent pouvoir questionner, aussi légitimer les décisions de défense. Et c'est là que le contrôle démocratique me paraît absolument fondamental. Et j'aimerais dire, et ça c'est aussi lié quand même à la crise du multilatéralisme, à l'heure actuelle, les montants en matière de défense augmentent partout dans le monde, souvent au détriment d'autres enjeux, comme les enjeux de coopération internationale. C'est le cas en particulier en Europe. Ça l'est de manière absolument significative. Et je pense que de ce point de vue-là, la redevabilité est plus importante que jamais. On est quand même dans un contexte où les finances publiques s'assèchent. Et je pense qu'il est crucial de faire les bons investissements et de les faire de manière efficiente. Et pour moi, les investissements, encore une fois substantiels en matière d'armement, ne peuvent être couronnés de succès, ne peuvent être pérennes qu'accompagnés de principes de bonne gouvernance. Donc, je pense qu'il faut travailler sur les questions de transparence budgétaire, il faut aborder les enjeux d'opacité qui touchent parfois les domaines de défense, lutter contre la corruption. Et je pense que ça, c'est assez fondamental car aucun soldat ou soldate n'est prêt à risquer sa vie, aucun citoyen, citoyenne n'est prêt à endurer les conséquences souvent terribles de la guerre ou des décisions budgétaires qui sont quand même drastiques à l'heure actuelle. Pour qu'ils puissent adhérer à ce genre de décisions, ils doivent vraiment pas avoir le sentiment d'être laissés de côté, en particulier par leurs propres autorités. Donc vous l'avez bien compris, au niveau du DICAF, on pense qu'une défense crédible, ça ne se limite pas aux moyens militaires, ça reprend sur une cohésion politique, la confiance institutionnelle et la résilience sociétale. Et je pense que de ce point de vue-là, la légitimité démocratique, elle représente d'ailleurs un multiplicateur en termes de puissance, puisque sans elle, la défense devient vulnérable aux manipulations informationnelles et aux fractures internes. Et je pense aussi que nos démocraties sont particulièrement frêles, particulièrement vulnérables face aux attaques hybrides. On en a aussi beaucoup parlé ce matin, y compris en matière de désinformation. Et c'est particulièrement le cas alors que nos opinions publiques sont fragmentées. Maintenant, on le voit, par exemple en Moldavie ou sur le reste du continent, la sécurité, c'est aussi être résilient face à la désinformation, face aux chocs. Vous parliez des futurs chocs. Et de ce point de vue, il s'agit d'exiger vraiment de la redevabilité des plateformes tout en protégeant les droits humains, le débat et les échanges de vues. Donc voilà, peut-être pour dire que de mon point de vue, il y a à l'heure actuelle un fossé, ou en tout cas une opposition qui est en train de se construire entre la sécurité dure ou la sécurité directe, qui fait vraiment un retour au cœur du débat, et puis bien évidemment le concept de sécurité humaine. Et certes, le concept de sécurité humaine, c'est celui sur lequel une organisation comme la mienne a été construite, mais je pense qu'il est vraiment contre-productif d'opposer ces deux concepts de sécurité. Au contraire, pour moi, il est important d'allier les deux, soit la sécurité de l'État et la sécurité humaine. Et j'aimerais peut-être terminer en donnant quelques mots du secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui est aussi l'ancien président suisse, Alain Berset. Il le relevait récemment: sans confiance, sans légitimité, sans droit, aucune armée, quelle que soit sa taille, ne pourra nous protéger. Voilà. Merci infiniment.
probably you made the right link. Je pense que vous avez fait un lien très juste avec ma voisine. Vous êtes sur le franc, si j'ose dire. Finlande vient d'apporter un avantage très fort à l'Europe aujourd'hui. Vous faites partie maintenant de l'OTAN et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une révolution majeure. Comment vous pourrez caractériser pour votre pays et de votre point de vue le changement qui est introduit par l'agression ukrainienne en Ukraine et en Finlande et comment ça va avoir effet en Finlande et sur la défense en Europe? Merci Bernard et merci Nathalie d'avoir montré le chemin pour les pensées que je veux partager avec vous. Parce que quand j'ai commencé à partager pour ce panel comment organiser une défense crédible face aux menaces, je voulais parler de l'OTAN, ce qu'on appelle les opérations multidomaines. Et il y a un volet civil dont Nathalie vient d'évoquer et comment on voit cet élément en Finlande. Et comment moi, personnellement, je vois comment on doit changer notre façon de voir notre défense compréhensive. C'est pas juste dans le domaine des autorités. C'est aussi l'industrie, les secteurs d'affaires et nous aussi en tant qu'individus. Il faut qu'on a tout notre rôle à jouer. Et ça, c'est quelque chose dont je voudrais parler. Par contre, je voudrais démarrer avec quelques faits en ce qui concerne la Finlande. Je ne veux pas vous parler au-dessus de vous. Peut-être c'est les choses que vous connaissez déjà, mais je ne sais pas ce que vous connaissez de Finlande, mais juste pour vous aider de comprendre mon point de vue. Excusez-moi si vous savez déjà. Nous avons une population de 5,6 millions de personnes. La France est 11 fois plus grand. On est le 7e pays le plus grand en Europe, avec une densité de population de 18 personnes par kilomètre carré. Si vous avez le même en France, vous n'aurez que 10 millions d'habitants en tout. Donc, ça vous donne une perspective. Nous partageons la frontière la plus longue en l'OTAN avec la Russie, 1300 kilomètres. Et quand on faisait partie de l'OTAN, ça doublait notre frontière avec les pays de l'OTAN et aussi avec la Russie. Nous avons une force d'à peu près la même taille que la France. Nous avons une réserve formée d'à peu près 1 million de personnes. Il faut garder à l'esprit, c'est un pays où il n'y a que 5,6 millions de personnes. Défendre notre pays, ça fait partie de notre ADN et nos autorités, surtout les autorités militaires, c'est l'institution la plus respectée en Finlande et à travers toute notre histoire, c'est quelque chose dans lequel nous croyons très fort. En tant que membre de la société, ça fait partie de notre tâche. Et pour les réservistes, ils mettent beaucoup d'importance sur la défense de notre pays. C'est quelque chose de chaque individu, chaque famille, chaque père, chaque mari, chaque frère, chaque fils doit faire des décisions. Est-ce qu'il veut servir ou non dans le militaire? Mais malgré tout cela, nous ne sommes pas militarisés pour tout autant. Au contraire. Mais je pense que c'est important de vous faire comprendre que ce que je vous dis vous semble un peu étrange. C'est parce que moi, je viens d'un pays comme cela. Et moi, quand je pense à quand Finlande a décidé de faire partie de l'OTAN, c'était un grand changement dans l'état d'esprit de notre pays. Et le système que nous avons construit depuis la Deuxième Guerre mondiale était construit sur l'idée que nous devrons se débrouiller toutes seules, que nous sommes toutes seules. Si tout va bien, quelqu'un va mettre une déclaration, elle va nous dire qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'agression depuis l'Est. Et peut-être les Suédois, si on voit qu'un problème, les Suédois vont nous envoyer quelques chaussettes. Mais en tout cas, nous on préparé pour ça. Et maintenant, on fait partie d'une alliance très forte et on fait partie de la dissuasion de l'OTAN.
Donc avant, on comptait sur personne et maintenant, on doit essayer de comprendre cette nouvelle donne où on fait partie d'une organisation beaucoup plus large. On n'est pas toute seule et que nous devons ouvrir nos plans, ouvrir nos capacités et ouvrir tous les manquements qu'on a dans nos capacités. Mais on pense qu'on est un contributeur positif à la défense européenne. Et pas juste au niveau de la force militaire, mais aussi l'idée de ces opérations multidomaines dont on a évoqué tout à l'heure. Parce que nous sommes un îlot logistique, comme vous pouvez voir sur la petite carte là-bas, mais on est un îlot isolé logistique, on pourrait dire. Et ceci aussi a formé notre idée d'une sécurité compréhensive. Nous défendons toutes seules, mais ça implique toute la société. Comme j'ai dit, chaque société, toute autorité, chaque citoyen et de défense nationale. Nos forces de frappe, ça fait juste une petite partie. Et moi, parle pour les intérêts de l'industrie de la défense, je dirais que même si on est fourni par nos systèmes à l'étranger, nous devons aussi avoir un certain niveau d'autonomie pour maintenir nos systèmes, même s'ils sont acquis à l'étranger. Et les sociétés finnoises, les systèmes de santé, les sociétés pharmaceutiques, que ce soit même des fermes ou les contracteurs de défense, ils doivent tous être préparés. Et nous sommes en train de travailler sur ce point en Finlande en ce moment. Pendant des décennies, nous avons construit les structures, nous avons en place les autorités nécessaires, nous avons les financements, pour que nous avons aussi à côté pu entreposer les armes nécessaires. Ils sont peut-être pas assez, mais on avait ce système de mettre à côté des réserves. On a un système de rafraîchissement de notre réserve d'armement. Et aussi les sociétés et les industriels, ils me rappellent souvent que c'est un système volontaire, sans un financement de l'État, sans garantie de l'État, qu'on va demander, on va passer encore des commandes à l'avenir. Ils ont compris que c'est leur tâche, c'est leur mission dans le secteur de la défense. Leur tâche est de défendre la Finlande et maintenant l'Alliance. Et ça, c'est la chose que je veux mettre sur la table aujourd'hui. C'est que nous devons repenser les rapports entre les industries et les États au niveau des questions militaires et la sécurité. Donc, pourquoi une société, sans espoir d'être remboursée, pourquoi ils vont soutenir le militaire? Pourquoi ils feraient ça? Moi, le pitch que je fais à ces sociétés, c'est que dans leurs intérêts, tout d'abord, au niveau existentiel, tout simplement, mais aussi dans leurs intérêts, même pendant les moments de paix. Donc, en tant que société, si vous avez des plans en place, des projets de préparation, si vous savez ce qu'il faut faire, s'il y a une panne électrique, par exemple, pendant 3 heures ou 3 jours, ou si le système sanitaire ne marche pas, ou s'il y a une pandémie, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous savez ce qu'il faut faire, à long terme, votre affaires vont fonctionner beaucoup mieux, si ce n'est pas le cas. Et ça, j'ai déjà appris pendant la pandémie. Et d'ailleurs, pendant les années maintenant qu'on a vu avec l'agression que nous avons vu d'autres sociétés, j'ai vu des sociétés en Europe qui m'ont dit très clairement, ils ne sont pas préparés. Personne ne les a payés de se préparer pour la guerre. Et pour moi, c'est choquant. Et ça, je n'arrive pas à tolérer ce genre de réflexion. Je comprends comment marche le monde des affaires. Je comprends la logique des affaires. Et c'est pour cette raison que nous devons changer notre façon de travailler avec les États. Nous devons travailler ensemble et penser à la capacité et les capacités et les capacités à tous les niveaux et comment on peut travailler ensemble parce qu'à la fin de la journée, la mission de l'industrie de défense, c'est de soutenir nos valeurs démocratiques. Et ça, c'est le point. Ça, c'est un défi que je veux qu'on le relève, mais aussi c'est une opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec le rôle des grandes entreprises de défense
dans la défense de l'Europe ou de leur pays. Donc, Eric, vous travaillez dans une des plus grandes firmes européennes qui a été et qui est encore la source de beaucoup de satisfaction et de fierté dans ce que l'Europe a été capable de faire à travers ce modèle-là. Airbus à la fois des activités civiles et militaires. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est le business model actuel de Airbus dans les coopérations utiles en Europe et comment ça fonctionne? Comment vous intégrez quand même cette dimension internationale gigantesque de globalisation Chine-États-Unis? Et quels sont les challenges clés que vous voyez naître maintenant dans ce nouveau contexte? En quoi il va falloir changer le modèle? Pour commencer, peut-être on peut faire le lien avec ce que disait l'ambassadeur Vimont tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, l'industrie et Airbus en particulier, on prend acte de la géopolitique qui s'impose à nous, avec des États-Unis qui ont une vision hégémonique. C'est pas vraiment dans le débat, mais la Chine aussi a ce projet-là hégémonique, avec en appui bien sûr des budgets de défense, mais aussi des énormes marchés qui sont pour la Chine fermés et qui sont importants et qui servent aux commandes, et puis également un arsenal juridique. Au-delà de la fragilité que crée la Russie, pour nous Airbus, quand on prend cette géopolitique-là, on essaye d'y contribuer en se disant que pour la défense et pour l'Union européenne, l'enjeu, il n'est pas dans l'hégémonie, mais il est dans une notion de souveraineté, de garantir une souveraineté pour l'Union européenne, de garantir une autonomie stratégique de l'Union européenne. Et la manière dont Airbus entend y contribuer et met en avant son modèle, c'est effectivement par la coopération industrielle. On va dire, c'est notre ADN chez Airbus, c'est comme ça que nous sommes nés, c'est comme ça que nous voulons évoluer, en étant parfaitement conscients que ce modèle de coopération, il est sujet à la critique. Sujet à la critique parce que la coopération, c'est un modèle qui est exigeant, qui peut être parfois plus long. C'est un modèle exigeant et en plus qui peut être un peu plus cher qu'un modèle, on va dire, purement national, mais avec à la fin, sur ce point-là très précis, de se dire que quelque chose qui en national coûte à développer 100, en se mettant plusieurs pays ensemble et 3 pays, ce sera un peu plus de 40, donc moins cher que le 100. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons fait ces programmes qui sont l'A400M, qui sont le MRTT, qui sont le NH90, mais en sachant que la coopération, on le sait chez Airbus, elle est difficile, elle est exigeante, parce que la coopération, c'est pas tout mettre dans tout et dans tout. Il y a le respect de compétences nationales à assurer, en lien avec les États membres, mais c'est la manière dont on pense que c'est un modèle qui permet d'être crédible pour cette autonomie stratégique de l'UE, parce qu'on arrive d'une part à massifier, en se mettant à plusieurs, et on arrive aussi à réunir des investissements qui sont très chers et qui sont de plus en plus chers. En massifiant et en investissant, c'est une des manières dont on peut être crédible et dont on peut assurer cette souveraineté de l'Union européenne et embarquer par un effet de dynamique l'ensemble du tissu industriel européen, le renforcer, le développer, avoir avec nous des États membres qui se joignent à nous. On le voit dans des coopérations, alors instruments qu'on a au niveau par exemple du Fonds européen de défense, où là nous travaillons en consortium avec plusieurs États membres et plusieurs industries. Donc ça c'est l'ADN et c'est le modèle que pousse Airbus. Pour répondre à votre question ensuite sur les challenges, je pense que dans la période actuelle et pour cette autonomie stratégique de l'Union européenne, il y a un point qui nous paraît fondamental chez Airbus, c'est la bonne articulation et la complémentarité avec l'OTAN. C'est un point qui est essentiel. À titre personnel, je trouve qu'il est souvent mal posé.
souvent présentée comme une espèce de concurrence entre l'OTAN et l'Union européenne. Pour moi, ce n'est pas le débat, c'est des organisations qui peuvent être l'organisation de l'OTAN ou l'organisation de la Commission européenne, direction défense, peuvent avoir leurs propres ambitions, leurs propres motivations. C'est tout à fait normal et bien compris. Simplement, ces deux organisations s'adressent à des membres qui, on va dire, globalement sont les mêmes, puisque 80% des membres de l'OTAN sont également des membres de l'Union européenne. Donc on ne peut pas, et en plus nous industriels, être dans une situation un peu schizophrénique dans lequel on entendrait les États dire le matin dans un format OTAN on part à gauche et entendre l'après-midi dans un format Union européenne dire on part à droite, on ne sait pas faire. Donc il y a forcément une complémentarité qui est à trouver, et cette complémentarité chez Airbus, on le voit, et moi particulièrement m'occupant, comme vous l'avez souligné, des aspects hélicoptères, où on réfléchit sur le futur hélicoptère de combat. On se sert, par les instruments de financement que donne l'Union européenne, à développer des briques technologiques, et en concertation dans un format OTAN ensuite, à réfléchir comment ces briques technologiques peuvent être utilisées dans un cadre opérationnel. Donc il y a une complémentarité que nous vivons, mais ça c'est un challenge, arriver à assurer cette complémentarité UE-OTAN, sinon elle est source de désorganisation, de retard, de lenteur et d'incompréhension. Le deuxième challenge, je pense qu'il se situe ensuite dans la bonne articulation, la plus au plan européen, avec nos États membres, pour définir quels sont les besoins et les priorités, avec la Commission, et je les cite volontairement dans cet ordre-là, parce que comme l'ambassadeur Vimont l'a rappelé, il y a un certain nombre de règles du jeu sur l'échiquier européen, dans la manière dont fonctionnent les institutions et les États membres. Les États membres ont la compétence de défense. Donc c'est avec les États membres que nous, les industriels, nous discutons pour définir quels sont les futurs besoins. Bien sûr, nous discutons aussi avec la Commission pour qu'elle soit au courant de ce que nous, les industriels, sommes capables de faire. In fine, le choix des capacités va se faire dans une discussion entre les États membres, une convergence qui est compliquée forcément quand on est à 27, et la Commission. C'est avec ça, typiquement, qu'on travaille sur le Fonds européen de défense, qu'on travaille sur l'instrument qui est actuellement en cours de mise en route, qui est l'instrument SAFE. Et puis, troisième challenge, qui reprend le premier, qui est celui de cette complémentarité entre la UE et l'OTAN, c'est une notion pour la Commission européenne, pour les instruments de financement qu'elle met, qui est celle de préférence européenne. Alors, la préférence européenne n'exclut pas le travail en bilatéral avec des nations, des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais elle veut tout simplement dire qu'à un moment, si l'Union européenne doit être crédible dans son autonomie, elle doit pouvoir assurer le développement de sa propre industrie et de sa propre industrie de défense. Dans un cas que je connais là aussi bien, qui est celui des hélicoptères, il est quand même problématique de voir qu'un concurrent américain que nous respectons par principe, on respecte la concurrence et elle est saine, mais s'il définit son hélicoptère aux États-Unis, s'il fabrique son hélicoptère aux États-Unis, s'il met l'ensemble des kits de fabrication dans des caisses, l'envoie ensuite au sein d'un territoire de l'Union européenne, et si le tout est déballé, présenté à ce moment-là comme un produit européen et peut bénéficier de financements européens, il y a quelque chose qui est gênant. Donc il y a une réflexion à avoir, et sachant que cette réflexion, elle est compliquée, parce que l'ensemble, c'est une réflexion qui se mène au niveau des États. Tous les États membres ne sont pas nécessairement convaincus de cette préférence européenne à inscrire dans les textes. C'est du moins nous ce que nous poussons chez Airbus en tant qu'entreprise européenne. Et ça donne à peu près l'ensemble des trois challenges que je voulais citer. Merci beaucoup. Donc là aussi, les débats sont bien organisés, parce que ça me donne la transition d'emblée avec Frédéric. Donc Frédéric, forcément beaucoup de regards sur les questions de gouvernance, d'accountability, avec une très forte expérience de la relation
Europe-États-Unis, et principalement vu sous l'angle de la compétition. Comment est-ce qu'on organise une défense en réussissant à faire converger les actuelles visions relativement décalées des États-Unis et de l'Europe, et à quel point, sur ces questions-là, il y a une possibilité de tracer une voie, ou est-ce qu'on est véritablement dans une compétition sans limite avec l'industrie américaine? Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit torticolis, on regarde beaucoup à l'Est, alors moi je vais vous inviter à regarder un petit peu à l'Ouest. On ne peut pas avoir une autonomie stratégique sans repenser fondamentalement notre relation aux États-Unis. Et je vais m'hasarder un parallèle entre la relation que nous avons avec les États-Unis, un film que vous connaissez peut-être tous, le film Tanguy, vous vous souvenez, où des parents essayent de mettre dehors leur fils qui a 30 ans. L'Union européenne a 32 ans et est en train de se faire mettre dehors par nos propres parents. Alors, si je fais ce parallèle-là, lorsqu'on était jeune, dans les années 90, notre père, notre mère a voulu contrôler petit à petit ce que nous faisions. Donc, on a contrôlé le portable pour savoir où est-ce qu'on est, pour voir ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'ont fait les États-Unis en mettant en place les projets Échelon, les projets PRISM, le Patriot Act, le Cloud Act, etc., pour espionner massivement quand même les entreprises européennes et les Européens eux-mêmes. Ensuite, quand on est parents, on a voulu savoir ce qu'on faisait avec notre argent de poche. Donc les États-Unis ont mis en place aussi le contrôle du système SWIFT interbancaire pour savoir comment nous dépensions notre argent. Ont mis en place l'imposition du dollar comme monnaie de trading dans les plus grands marchés. Ensuite, quand on est adolescent, on commence à faire des bêtises. Donc les États-Unis ont en place tout un tas de lois contre la corruption, ce qui est très très bien, pour les droits de l'homme, etc. Ce qu'ils ont justement un peu oublié, c'est qu'ils ont oublié de s'appliquer ses propres lois, comme nos parents oublient qu'ils ont fait aussi des bêtises avant de les imposer à la jeunesse. Et là, je voudrais vous rappeler quelques chiffres quand même. Les entreprises européennes ont payé plus de 50 milliards de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreindre aux différentes lois extraterritoriales américaines imposées par des liens de connexion, des nexus avec le territoire américain, que sont l'utilisation du dollar ou l'utilisation des outils numériques américains. Ensuite, on a grandi un petit peu, on a commencé à bricoler dans notre garage, à faire peut-être le prochain ordinateur dans notre garage. Et là, les Américains nous ont dit, écoutez, si vous commencez à fabriquer des choses avec du matériel américain, on va vous imposer aussi des sanctions. Ça va être ITAR, ça va être IAR, ça va être tout ça pour contrôler nos produits. Et chez Airbus, vous connaissez bien ces sujets-là. Et puis ensuite, quand on a été un peu plus grand, qu'on a voulu quand même gagner un petit peu d'argent, on a commencé à vendre ce qu'on avait fabriqué dans notre garage. Et là, nos parents, nos amis américains nous ont dit, oui, mais on va contrôler quand même où est-ce que vous allez vendre, avec qui vous allez commercer. Donc c'est les sanctions internationales. Mais aussi avec qui vos propres amis vont commercer. Donc c'est les sanctions secondaires américaines. Donc avec tout ça, on a eu un carcan qui nous a liés à peu près sur tous les domaines. Alors maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nos parents divorcent. Et que c'est papa qui a la garde. Et papa, il veut vraiment nous mettre à la porte parce qu'on a 32 ans. Et là, il veut vraiment couper le cordon ombilical. Et si nous ne le faisons pas, lui est en train de le faire actuellement. Et donc là, il nous dit, débrouillez-vous tout seul. Le toit, qui est l'OTAN, pour nous protéger, je retire le toit, allez habiter autre part et débrouillez-vous tout seul. Donc là, on a besoin de se réinventer. Alors, il y en a qui veulent nous adopter. Vous avez les Chinois avec leurs propres lois qui veulent nous adopter, les Russes, d'autres, etc. Beaucoup veulent nous adopter. Mais on est quand même à un croisement de savoir ce qu'on veut faire de notre vie. À 32 ans, il faut savoir si on veut vraiment être autonome ou si on veut continuer à forcer papa à nous émerger. Et là, c'est là le vrai sujet. Parce qu'il faut une vision à long terme. Pour la jeunesse, on ne peut pas leur donner une vision à 2 ans, à 3 ans. Il faut leur donner une vision à 50 ans. Là, on est en train de faire le monde d'après. Comme l'a dit l'amiral Hauser ce matin, on est dans une rupture stratégique actuellement. Et donc, il faut pouvoir donner cette vision-là. Et cette vision ne peut commencer que par une autonomie stratégique. Si on n'est pas autonome stratégiquement,
si on dépend toujours de l'OTAN, si on dépend toujours du matériel américain, si on dépend toujours des softwares du numérique américain, on ne sera jamais autonome stratégiquement. Là, lorsqu'on parle d'autonomie stratégique, comme vous l'avez mentionné, et en même temps de dire on fait tout sous l'OTAN, il y a quand même une petite contradiction quelque part. Donc, à un moment, il va falloir qu'on prenne des décisions. Alors, ça prendra du temps, peut-être, mais il faut donner une vision très claire pour savoir où nous allons. Sans autonomie stratégique, ça ne sert à rien de parler de souveraineté industrielle, ça ne sert à rien de parler de souveraineté numérique, ça ne sert à rien de parler de souveraineté juridique, tant qu'il n'y a pas d'autonomie stratégique. Merci. Les débats sont passionnants, vos interventions permettent d'ores et déjà d'aller assez loin dans un certain nombre de points. Il nous reste un gros quart d'heure. Ce que j'aimerais, c'est relancer le débat avec chacun de vous. Donc, je vous demanderai simplement d'être relativement bref dans les réponses sur des éclairages spécifiques que vous n'avez pas fait d'emblée, qui sont une partie de vos responsabilités, de vos expériences, et sur lesquels je pense que vous pourriez témoigner de manière intéressante vis-à-vis de notre public de ce jour. First, maybe, Philippe, can you... Peut-être vous pourriez nous parler un peu de où en est l'Allemagne aujourd'hui. Vous avez dit que la France n'était pas dans la meilleure situation physique possible aujourd'hui, mais qu'en est-il de l'Allemagne? Et aujourd'hui, c'est dans l'art de l'Europe. Et y aura-t-il moins de volonté de coopérer en même temps, de tentation de faire des choses par eux-mêmes? Comment voyez-vous cela d'un point de vue allemand? Rapidement, s'il vous plaît. Moi, je vais essayer de répondre à cette question rapidement. Où en est l'Allemagne aujourd'hui? C'est une vaste question. C'est difficile de répondre, de vous répondre précisément aujourd'hui. L'Allemagne, quand on parle de la défense européenne et de ses capacités, l'Allemagne a beaucoup de débats internes qui sont fondamentaux pour l'Allemagne. Donc, c'est lié d'ailleurs avec l'histoire de l'Allemagne qui rendent mal à l'aise beaucoup d'Allemands. Vous parlez d'une approche sociétale pour la défense des sociétés, mais il ne faut pas comparer. Mais si vous voulez parler de la sorte en Allemagne, c'est comme s'il y avait un petit signal d'alarme qui s'allumerait dans leur tête. Donc, ce que je veux dire sur l'Allemagne, je voudrais souligner un point. Et on en a déjà un petit peu parlé, l'autonomie stratégique est une bonne chose qui devrait être obtenue, mais les politiciens chevronnés, les décideurs ne devraient pas en parler. Pourquoi? Parce que nous avons déjà parlé de l'imprévisibilité du gouvernement Trump. Si on a toujours besoin des Américains au jour où nous en sommes. On peut évidemment en discuter, mais je crois qu'on n'est pas capable encore de trouver notre voie tout seul. Si on pense tout va bien et qu'on est autonome stratégiquement en Europe, peut-être ça pourrait être un catalyseur pour une autre décision folle que pourrait prendre le gouvernement Trump qu'on ne peut même pas imaginer. Peut-être quitter l'OTAN ou quelque chose comme ça, quelque chose de complètement fou. Donc je pense qu'il faut qu'on essaye, qu'on vise bien sûr cette autonomie stratégique, qu'on essaye de l'atteindre, mais il ne faut pas trop en parler à mon avis pour ne pas effrayer nos amis américains. Donc je crois qu'il faut en penser, il faut y penser tout le temps, mais ne pas en parler. D'accord, j'ai compris. Du fait de votre position très spécifique, vous avez commencé à en parler. Comment vous articulez l'autonomie avec votre propre industrie? Faites-vous preuve d'une résilience européenne? Et est-ce que pour vous avez toujours un lien fort avec les US? Et comment est-ce possible dans le scénario actuel? Merci, très bonne question. Je me doutais un peu que vous alliez me la poser.
Quand vous êtes un pays qui ne peut pas être autonome, jamais, dans aucune capacité, quelle que soit, il faut toujours compter sur des sociétés étrangères ou, dans notre cas, sur des sociétés étrangères, des entreprises étrangères. Vous n'aurez jamais l'étendue de toutes les capacités d'autonomie entre vos mains. Donc là, vous faites des évaluations de risque. Quelle est la capacité qu'il faut qu'on ait en main et quel risque pouvons-nous nous permettre de prendre et nous le procurer à l'étranger? Et quand on fait cette évaluation, auparavant, en Finlande, ça ne jouait pas un rôle, ça ne comptait pas si ça venait d'Europe ou des États-Unis ou même d'Israël. Donc le raisonnement est que si vous ne l'avez pas à disposition chez vous, vous faites une évaluation de risque avec qui vous allez travailler pour vous le procurer. Je sais que c'est un défi pour beaucoup de collègues européens et je sais que nous, dans les pays nordiques, nous avons ce lien très fort transatlantique. Mais quand je réfléchis à l'histoire en général et surtout ce qui se passe à l'est et au nord-est de l'Europe, ils ont très peur des actions de la Russie. Et quand je réfléchis à tout ce qui se passe en général, je me dis que ça, c'est juste un petit soubresaut par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, quand on parle de stratégie, d'autonomie stratégique, on a toujours besoin des États-Unis, comme Philippe l'a dit, mais on a la même idée, et je pense qu'on pense tous la même chose, c'est que la vraie menace vient de Chine et qu'on est en train de rentrer dans un monde de compétition technologique où nous devons trouver des moyens de travailler ensemble. Donc oui, je partage l'idée que nous avons besoin d'être plus forts en Europe, mais un collègue d'une entreprise a dit un peu abruptement qu'il faut qu'on produise plus de systèmes qui sont attrayants, qui soient plaisants et qui attirent les consommateurs européens de sorte à ce qu'ils les achètent. Oui, il faut qu'on se regarde un peu dans la glace et qu'on se dise qu'on a besoin de faire des choses au lieu d'en parler tout le temps et de se rappeler les choses, de remettre les choses dans leur contexte. Merci beaucoup. Et Eric? Qui était un peu plus original que ce qu'on entend d'habitude sur la complémentarité Union européenne-OTAN, qui à mon avis peut être partagé par d'autres dans la salle. Juste un petit point, vos débats du moment, les points clés de négociation, sans rentrer dans vos secrets industriels, mais à Bruxelles, aujourd'hui, c'est quoi les points clés sur lesquels vous vous battez et sur lesquels vous voulez obtenir des décisions? Le point que vous mentionnez sur effectivement la complémentarité UE-OTAN, je me permets juste d'y revenir et qui peut peut-être faire le lien entre nous tous. La manière dont on le voit, c'est, je vais prendre un exemple simpliste, si on imagine qu'à la minute, nous sommes tous ensemble là dans une réunion OTAN, qu'ici sur scène, nous représentons des États membres de l'Union européenne, que nous identifions qu'il y a une menace qui vienne de Cannes ou je ne sais pas où, et qu'ici, dans cette réunion OTAN, nous l'identifions et que cela incombe, compte tenu de notre position géographique, de la traiter, cela veut dire qu'en quittant cette réunion OTAN, nous allons nous retrouver dans un format UE pour, entre nous, faire le point sur quels sont les armements que nous avons ou que nous n'avons pas, et quels sont ceux qu'il faut que nous développions pour, à ce moment-là, être capables de traiter cette menace et de revenir ensuite dans une réunion OTAN consécutive pour débriefer et partager ce qui s'est passé, ce retour d'expérience. Donc c'est cette complémentarité-là, présentée un peu de manière simpliste, mais sur laquelle nous croyons beaucoup Airbus. Ce qui fait que dans les priorités que nous traitons à Bruxelles, elles sont en particulier liées à l'OTAN. Je ne reviens pas sur les instruments de financement européen, mais ils sont dans le fait de réfléchir avec nos États membres, de réfléchir avec la structure également de l'OTAN qui est l'ACT, sur quelles sont l'évolution des menaces, quelles sont les indications de scénarios que peut nous donner l'OTAN,
pour que nous, les industriels, en discutant dans ces formats avec l'OTAN, nous puissions dire, ben voilà, nous réfléchissons à telles et telles avancées technologiques en termes de survivabilité, en termes de combat collaboratif, en termes de furtivité, pour qu'ensuite l'OTAN, intégrant ces données-là, puisse les traduire et les donner à leurs États membres, et ainsi travailler, nous l'industrie, dans le cadre des lois de programmation militaire. Typiquement, dans les sujets qui nous intéressent, vous l'avez mentionné, Touya, il y a le MDO, qui est le Multi-Domain Operation, qui est un impératif pour nous dans le combat du futur, qui est tout simplement la collecte de l'ensemble des informations du champ de bataille, aérien, naval, sur Terre, et en préalable aussi, ce que l'on appelle le MOSA, qui est le Modular Open System Architecture, qui est tout simplement la manière dont on peut se brancher sur un système pour partager les données. On peut aujourd'hui brancher nos PC, on peut brancher nos téléphones, on peut brancher nos tablettes. L'ensemble des États membres et des nations doivent satisfaire cet objectif-là. Et c'est ça ensuite que nous traitons en format Union européenne au travers des instruments de défense. Merci beaucoup. Frédéric, avec votre regard aiguisé sur les réalités des compétitions, en quoi l'industrie française aujourd'hui est bien placée sur ce qui est en train de se passer en Europe par rapport aux autres pays européens? Quelle est la place que nous pouvons jouer? Quels sont nos atouts et quels sont les points sur lesquels il faudra qu'on s'améliore? Déjà un constat, personne n'a intérêt à avoir une Europe forte, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. Personne n'a intérêt à avoir une industrie de défense française ou européenne forte, surtout pas les États-Unis, encore moins la Russie, encore moins la Chine. Donc il faut partir de ce constat-là qu'actuellement, nous sommes dans une situation où il est très facile de semer la zizanie entre les pays européens pour nous affaiblir. Et on le voit sur tous les débats sur European Defence Industry Programme, où il y a ces débats entre la France et l'Allemagne pour savoir quelle partie pourra être fabriquée hors d'Europe, quelle partie pourrait être designée hors d'Europe pour pouvoir bénéficier de ces fonds européens. Donc on voit que la zizanie, c'est très très facile de créer les zizanies, et tout le monde marche là-dedans parce que chacun regarde à sa porte. La France va regarder ses intérêts propres, l'Allemagne va regarder ses intérêts propres, et il n'y a surtout pas de couple franco-allemand sur ces sujets de défense, comme nous le savons très, très, très bien. Maintenant, le gros sujet, pour moi, ça va être de savoir si à un moment, nous n'allons pas faire du suivisme, comme nous l'avons fait régulièrement, et le jour où on va se retourner, il n'y aura plus personne derrière nous. Je vous rappelle quand même qu'on a été lâché sur la Syrie. Vous vous souvenez de la ligne rouge en Syrie? On s'est retourné, il n'y avait plus personne derrière. Sur l'Ukraine, on est parti comme un seul homme. Maintenant, on se retourne. C'est plus très évident si on a quelqu'un derrière nous ou pas. Demain, on va partir sur la Chine. Et après-demain, il y aura peut-être un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Et on va se retrouver, encore une fois, un peu isolé. Donc, il y a vraiment, je pense, un intérêt à avoir une position souveraine, alors, soit au niveau des États, mais en tout cas une certaine autonomie stratégique au niveau européen, pour défendre nos intérêts. Nos intérêts ne sont absolument pas les intérêts ni des États-Unis, ni de la Chine, ni de la Russie. Et ça, il va falloir bien qu'on l'ait en tête pour notre future génération, parce qu'encore une fois, il nous faut donner un plan à nos générations, une vision très long terme, pas une vision très court-termiste, la fin de la guerre en Ukraine, la fin des problèmes au Moyen-Orient, etc. Il va falloir donner une vision très long terme parce qu'on est dans un changement stratégique. Merci beaucoup. Mot de la fin à Nathalie. Vous aviez été très convaincante sur les besoins du multilatéralisme et du moyen de maintenir les enjeux de légitimité et de gouvernance de nos sociétés démocratiques. Donc là, pour le coup, je vais peut-être aller sur un sujet un petit peu plus particulier. Vous aviez entrouvert la possibilité de parler de votre pays, la Suisse, vécue par beaucoup probablement comme un Eldorado stratégique, entouré de pays amicaux, riches, bonne situation pour vivre. Et pourtant, la Suisse elle-même se pose des questions dans cet environnement stratégique. C'est quoi les questions aujourd'hui en Suisse et en quoi même la Suisse est en train de bouger sur le contexte actuel? Moi,
C'est un débat vraiment intéressant. C'est un grand débat public, mais je pense peut-être pour replacer les choses, en Suisse, on a vraiment cette vision de la sécurité qui va de nouveau au-delà de l'aspect de la défense uniquement et qu'on perçoit vraiment une sécurité de manière globale, qui englobe les dimensions physiques, économiques, sociales, et puis bien évidemment aussi tous les enjeux écologiques maintenant qui se présentent, et puis tout l'enjeu sur les nouvelles technologies. Ça, on en a aussi un peu parlé, mais c'est fort. Donc, on est très attaché à la stabilité, vous parlez d'Eldorado, mais je veux dire, on a aussi une stabilité qui est là et qui est marquée par le contexte dans lequel on est. Donc je crois qu'il y a vraiment une continuation, en tout cas pas de remise en question au niveau de cette volonté de stabilité, de cette volonté aussi de soutien à un système multilatéral qui est efficient, les valeurs démocratiques, la promotion aussi des jeux de médiation, ça c'est quelque chose qui est très fort dans notre politique étrangère. Maintenant, c'est vrai que ce qui s'est passé en 2022, l'agression contre l'Ukraine, mais aussi effectivement la réaction de pays comme la Suède ou la Finlande, ça fait bouger aussi les lignes chez nous. Donc je pense qu'il y a un vrai questionnement au niveau du renforcement des alliances et qui sont nos partenaires. Et bien évidemment, on ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on est européens. Les valeurs européennes sont présentes pour nous. Et puis quand on regarde peut-être les derniers sondages en Suisse par rapport aux enjeux de sécurité, alors tout le monde pense que la sécurité se détériore, même en Suisse, de manière, mais ça c'est l'effet aussi général. Il y a une volonté plus forte au niveau de l'opinion publique de défendre le domaine de la défense et de promouvoir une coopération aussi internationale en matière de défense. Il y a petite chute par contre en termes de marqueurs sur la coopération internationale au sens large, et puis une petite chute mais qui nous laisse encore assez haut dans les pourcentages en termes de neutralité. Donc la défense de la neutralité, elle perd un petit peu de sa forme, mais on reste à 83% de la population suisse en faveur de la neutralité. Donc voilà, ça reste quand même immuable. Bon, on est une démocratie très participative, comme vous savez. Les décisions se prennent par consensus ou par vote populaire, donc tout ça prend du temps, mais quand même, je pense que ce qui est très fort pour moi maintenant, c'est cette recherche des alliances qui est plus forte, donc aussi, bien évidemment, la reprise des discussions avec l'Union européenne au niveau, bien évidemment, de politique étrangère, mais de politique sécuritaire, politique de défense, et puis même également avec l'OTAN. On voit que l'OTAN se doit d'assumer plus de responsabilités et vraiment une volonté aussi de notre part d'étossifier notre coopération avec l'OTAN. Donc voilà, tout ça fait partie du débat, ça prend du temps et ça va lentement, donc je pense qu'il n'y a pas d'adhésion ou de choses comme ça, pour être très clair, à l'horizon, mais en tout cas une vraie volonté de rapprochement et un débat qui est assez vif de où est la limite et comment est-ce que la neutralité se positionne ou comment est-ce qu'elle est compatible avec ces éléments-là. Mais de notre point de vue, en tout cas au niveau du gouvernement, c'est très clair que les deux sont compatibles. Voilà. Voilà, bon, il nous revient de conclure, parce que malheureusement l'heure passe. J'aurais un petit regret, mais ça restera probablement les autres débats. On a peu parlé de nos voisins britanniques et des Turcs, qui est quand même, à mon avis, deux vrais sujets en Europe. Voilà, mais ce sera l'objet d'autres discussions. Je retiens de vos propos, merci Philippe, de l'espoir donné par la capacité de l'Union européenne à gérer la complexité. Si on en croit monsieur l'ambassadeur Vimont, peut-être que ça sera un atout clé dans les situations à venir. Du côté de Nathalie, je pense que les questions de redevabilité et légitimité me semblent quand même tout à fait cruciaux dans nos réflexions actuelles. Touya, je pense que clairement, on your side, Touya, it's all about comprehensive. Pour vous, il s'agit d'une approche compréhensive de la défense et nous avons quelque chose à retirer de ce que fait la Finlande. Si je puis me permettre, un petit côté schizophrénique, mais qui est bien au cœur de ce débat, ou comment on articule bien l'UE-OTAN, ça c'est juste le sujet pragmatique de il faut que ça marche, et quand même sur le fond, une tendance à aller vers une préférence européenne sans laquelle on ne s'en sortira pas. Et puis merci Frédéric pour cette pensée peut-être un peu plus out of the box, plus réaliste peut-être sur une part de la réalité de ce qui se passe dans le monde et sur les enjeux très très politiques qui posent sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Merci infiniment à tous les 5.